particulièrement sous l'angle de la résistance aux transnationales. Les transnationales, elles sont présentes dans tous les pays, plus ou moins, sauf Cuba, puisque Cuba est hors de ce contexte depuis 1959. Mais par contre, dans les autres pays, elles ont plus ou moins de poids suivant la façon dont les gouvernements gèrent les relations avec ces transnationales. Donc il a été clair que l'arrivée au pouvoir des gouvernements progressistes, que ce soit en Bolivie, que ce soit en Équateur, au Venezuela, a signifié la nationalisation ou tout du moins un regard de l'État sur les secteurs stratégiques de l'eau, de l'électricité, de la téléphonie, du gaz, du pétrole, et aussi par rapport à l'appropriation des terres, que dans d'autres pays où les gouvernements sont moins intervenants, eh bien, ce sont les transnationales qui régentent la vie économique, mais aussi la vie quotidienne des habitants, par le fait que, par exemple, eh bien, l'agriculture vivrière est mise de côté au profit d'une agriculture intensive quand on est dans un contexte Monsanto, qui est par exemple très fort au Paraguay, où on cultive du soja pour l'exportation, du soja transgénique. Donc les amis paraguayens aiment bien dire vous pensez avoir échappé aux semences et aux cultures transgéniques en France, mais les cochons en Bretagne, eh bien, ils sont nourris avec du soja importé du Paraguay. Donc la question transgénique se pose même quand on a fait des interdictions, qu'on a pris des mesures au niveau européen. Voilà, donc je vais proposer à Maître Tricot d'intervenir sur la façon dont le droit international essaye de s'imposer aux transnationales. Est-ce qu'il y parvient ou est-ce qu'il n'y parvient pas? Et ensuite, eh bien, Jorge Luis Serrano, qui est le ministre des Affaires culturelles de l'ambassade d'Équateur, viendra sur la question du Chevron. Je tiens aussi à remercier Antonio de l'ambassade du Venezuela, qui nous a fait le plaisir d'être là. C'est le responsable des affaires politiques de l'ambassade du Venezuela. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. On va devoir libérer la salle pour 20h30. Donc on commence très vite. On essaye de garder 30-40 minutes pour mener un petit débat, enfin pour que vous puissiez poser quelques questions. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre attention. Bonsoir. En tant qu'avocat, j'ai l'habitude de plaider debout, donc je vais me permettre de m'exprimer debout. Comme Roxana l'a rappelé, le sujet est interrogatif. Nous évoquons la portée du droit international sur les transnationales. Et Roxana a eu parfaitement raison de rappeler que le poids des transnationales partout dans le monde est omniprésent, à tel point que les sociétés transnationales, multinationales, qui pour beaucoup ont des chiffres d'affaires et des profits largement supérieurs au produit intérieur brut de nombreux pays, donc ont une puissance économique et financière considérable, eh bien ces transnationales ont entre elles un droit international spécifique. Elles bénéficient de traités internationaux, de conventions internationales relatives à certaines activités spécifiques, et elles bénéficient même d'une juridiction internationale qui est l'arbitrage international, qui est une procédure réservée aux puissants et très riches. C'est une procédure qui est très coûteuse et qui ne présente pas toujours des garanties d'équité et de transparence. En France, on a eu l'affaire de l'arbitrage Bernard Tapie qui a permis d'éclairer un petit peu les justiciables de base que nous sommes souvent sur ce qu'est l'arbitrage. Mais donc, effectivement, les transnationales sont très à l'aise avec l'arbitrage parce qu'elles peuvent le manipuler. Les États ont aussi leur juridiction, la Cour internationale de justice à La Haye, qui dépend de l'Organisation des Nations Unies, mais les peuples n'ont pas leur justice, n'ont pas leur droit international. Et effectivement, la question est interrogative. Dans le domaine du droit international pouvant s'appliquer aux transnationales, de fait, on est resté pendant longtemps à l'état zéro.
de même que pour l'affaire Texaco Chevron, dont on vous parlera tout à l'heure, où l'an 1, ça a été 1993, la première plainte contre Texaco Chevron. Dans le domaine du droit international, pour pouvoir lutter contre les transnationales, l'an 1, ça a été, et c'est tout récent, c'est beaucoup plus récent, l'année 2001. Pourquoi? Parce que les transnationales opèrent majoritairement sur des territoires qui sont des territoires qui appartiennent aux peuples autochtones, qui sont des territoires ancestraux. Peuples autochtones qui ont été victimes de l'injustice, de la colonisation, parfois en plus de l'esclavage, qui sont l'objet de mesures de déportation forcée de leur territoire, souvent sur le plan historique, et justement leurs territoires ancestraux sont souvent, et statistiquement c'est majoritairement reconnu, ceux où il y a le plus de ressources géologiques, minières, pétrolières, etc. D'où l'action des transnationales prédatrices pour d'abord s'attaquer aux peuples autochtones. Et donc pour pouvoir agir contre les transnationales, il était important de faire émerger un droit international protecteur des peuples autochtones. Et c'est pour ça que les organisations de la société civile et les avocats dont je fais partie, nous sommes des acteurs de la société civile, indépendants des États et indépendants des transnationales qui n'arrivent pas à nous acheter. Nous avons fait des mobilisations et tout un lobbying pour faire reconnaître et émerger un droit des peuples autochtones. C'est pour ça qu'en 2001, donc, le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a mis en place un représentant des peuples autochtones. Puis en 2007, le 13 septembre 2007, a été adopté, mais c'était une très longue bataille pour y arriver, par l'Assemblée générale des Nations Unies, des 180 pays regroupés au sein des Nations Unies, à la quasi-majorité intégrale, une déclaration des peuples autochtones, déclaration des Nations Unies pour la protection des peuples autochtones. Donc cette déclaration a été votée le 13 septembre 2007 par la quasi-totalité des pays membres de l'Organisation des Nations Unies, sauf 5 pays qui sont des pays qui ont joué un rôle historique et continuent de jouer dans l'exploitation des ressources et des territoires des peuples autochtones. C'était donc les 5 pays, c'était les États-Unis d'Amérique, c'était le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, c'était, je dis c'était parce que depuis la situation a évolué, c'était l'Australie, c'était la Nouvelle-Zélande et le Canada. Donc il a fallu mener toute une série de batailles pour que progressivement ces pays-là acceptent de ratifier la déclaration de protection des peuples autochtones, dont la protection à leur culture, à leur territoire traditionnel, à leur environnement, etc. Évidemment, ils ne voulaient pas ratifier. Donc c'était une longue bataille, mais progressivement, ces différents pays, ces 5 pays-là, ont fini par ratifier. Le dernier pays à avoir ratifié, c'est le Canada. Donc au Canada, je suis notamment l'un des avocats de la Confédération des peuples autochtones du Canada, c'est-à-dire les premières nations indiennes d'Amérique du Nord. Et donc, le Canada, nous avons forcé le gouvernement fédéral canadien à ratifier cette déclaration des droits des peuples autochtones, mais ce gouvernement a refusé de prendre des textes d'application. C'est comme dans tous les pays. Sous la pression des populations, il peut y avoir certaines lois protectrices de l'environnement, par exemple, qui vont être adoptées, mais sous la pression des transnationales, les gouvernements vont refuser de prendre les décrets d'application pour que ça entre en vigueur. Et donc on va retarder. Au Canada, c'était la même chose, et donc il a fallu qu'on mène une procédure devant la Cour suprême à Ottawa. On a seulement obtenu en avril 2016, l'année dernière, que le gouvernement canadien soit condamné à appliquer donc la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, parce qu'au Canada, les peuples autochtones sont parqués dans des réserves, dans des conditions atroces. Bon, et donc, obliger le gouvernement fédéral canadien à engager des négociations avec les peuples autochtones. Ça montre bien que le droit international met du temps à résister. Et le Canada en est un bon exemple, parce que le Canada est un pays où les transnationales, notamment les transnationales états-uniennes, sont très actives. Nous avons mené également des procédures, à l'image de ce qui s'est fait en Équateur contre Texaco Chevron. Nous avons mené des procédures contre des transnationales
américaines qui, au Canada, ont exploité des gaz de schiste et du pétrole bitumineux et qui ont pollué toutes les rivières et les lacs ancestraux et donc empoisonné des populations autochtones entières, comme ça a été le cas dans différents pays d'Amérique latine. Donc c'est un combat qui continue, mais là aussi, nous avocats, nous tentons d'opposer la force relative du droit au droit absolu de la force des puissances financières et étatiques. Puisque Roxana a rappelé, il y a effectivement des États progressifs, notamment membres de l'ALBA, qui ont joué un rôle éminent, notamment pour la protection des droits de l'environnement, mais ces États sont malheureusement minoritaires au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, et les Nations Unies sont sous le contrôle du Conseil de sécurité de l'ONU, qui représente d'abord les 5 grandes puissances colonisatrices de la planète. Donc, de ce point de vue-là, le droit international n'évolue que lentement, surtout quand il s'agit d'attaquer les intérêts des transnationales. D'ailleurs, il est significatif de voir que la nouvelle administration Trump aux États-Unis a fait le choix de nommer un ancien président d'une compagnie pétrolière, particulièrement prédatrice et pollueuse, comme secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères. C'est déjà un signe de la puissance de ces transnationales. Et évidemment, ils opposent toute une résistance aux avancées de droit, et notamment aux actions qui visent à faire condamner les transnationales. Et quand vous aurez l'exemple de Texaco Chevron en Équateur, vous verrez toute la bataille qui a été menée par ces transnationales pour faire durer la procédure depuis 1993 et retarder le moment de leur condamnation, avec toute exception de compétence. Et d'ailleurs, je dois saluer l'obstination de mon confrère et ami avocat équatorien, Maître Pablo Fajardo, qui a joué un rôle éminent aux côtés des plus de 30 000 populations amazoniennes victimes de la pollution et de l'empoisonnement de la transnationale Texaco Chevron. Donc on pourra y revenir tout à l'heure et on essaiera de consacrer du temps au débat pour être concret dans les illustrations. Donc là je suis uniquement là pour planter le cadre général. Donc, il n'existe pas encore un véritable droit international qui permette d'agir sur les transnationales. On peut invoquer la déclaration de l'ONU de défense des droits des peuples autochtones, effectivement, puisqu'elle indique, notamment de ces articles 10 et 26, que les peuples autochtones ne peuvent en aucun cas être déplacés de leur territoire traditionnel sans leur consentement, et s'il y a consentement de leur part pour être déplacés, ils doivent recevoir une indemnisation juste et équitable. À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'indemnisation juste et équitable des populations autochtones lorsqu'il s'agissait de les spolier des richesses de leurs sous-sols ancestraux. Et on viole leurs droits culturels, spirituels, ancestraux, bien que la déclaration des Nations Unies assure les protéger. On en a encore un exemple récent, puisque, je vais encore prendre un exemple sur l'administration Trump, puisque comme vous le savez, la nouvelle administration américaine est revenue sur la décision de l'ancienne administration Obama, qui avait suspendu la construction de 2 pipelines entre le Canada et les États du nord des États-Unis d'Amérique, notamment Dakota du Nord, pipeline pétrolier qui passe sur les territoires ancestraux et notamment des montagnes sacrées où sont enterrés les ancêtres des premières nations amérindiennes. Donc là c'est particulièrement grave comme signal d'atteinte non seulement à l'environnement mais aux droits des peuples, donc que d'agir ainsi. Et donc là effectivement on voit bien que les instruments juridiques du droit international sont fort limités. Parce que de fait le droit international c'est un droit subsidiaire aux droits nationaux. Donc c'est pour ça que d'abord, quand il y a une atteinte à l'environnement, quand il y a une atteinte à différents droits, il faut d'abord exercer ces recours au niveau des juridictions étatiques nationales. Le droit international n'intervient qu'à titre subsidiaire. Et là où un certain nombre d'avocats comme moi souhaiteraient faire évoluer le droit international, notamment pour qu'il soit plus en termes de sanctions vis-à-vis des sociétés transnationales qui actuellement ont toujours les pleins pouvoirs, qui ont un permis d'empoisonner et de tuer,
Eh bien, c'est de faire en sorte qu'il y ait une pénalisation du droit international en ce qui concerne les sociétés transnationales. Les sociétés transnationales peuvent tout faire. Et je vais prendre un exemple qui ne concerne pas cette fois-ci des transnationales nord-américaines, je vais prendre des transnationales européennes, et notamment françaises ou franco-suisses. Par exemple, on a appris qu'une transnationale franco-suisse, le groupe cimentier Holcim Lafarge, l'année dernière, en 2016, donc a exploité une cimenterie en Syrie, donc en payant grassement des terroristes de l'État islamique, qui violent particulièrement les droits humains. Mais pour les sociétés transnationales, leurs profits valent plus que la vie des populations locales. Donc on a un bon exemple du fait que les sociétés transnationales se situent au-dessus du droit, des droits nationaux et du droit international. On a une autre société transnationale d'origine française, le groupe pétrolier Total bien connu, qui en Asie du Sud-Est, notamment en Birmanie, a été amené à faire du travail forcé d'enfants. Donc on a des atteintes aux droits humains les plus évidentes. Et le groupe pétrolier Total, pour prendre un autre exemple, a violé les droits des populations locales. On trouve une des dernières espèces de grands gorilles existant sur la planète, la seule qui subsiste encore, très peu nombreuse, en voulant exercer des forages pétroliers, et là aussi en s'alliant, en payant des seigneurs de la guerre locaux qui recrutent des enfants soldats et qui massacrent les populations. Parce que là aussi, pour les transnationales, quelle que soit leur origine, eh bien, vos vies, votre environnement, votre nature, ça n'a pas la même valeur que leur profit. Et effectivement, toutes ces sociétés transnationales restent perpétuellement dans l'impunité. Il m'est arrivé en tant qu'avocat d'arriver à faire condamner certaines de ces transnationales à payer des dommages-intérêts à mes clients, mais de toute façon, c'est toujours un parcours du combattant. Leur tactique, et d'ailleurs elles le disent, en tout cynisme, plusieurs m'ont dit que de toute façon, vos confrères, chers confrères, parce que ce sont les avocats des multinationales transnationales qui me disent ça, qui m'appellent gentiment chers confrères, vos clients seront morts le temps que vous puissiez faire payer nos clients. Parce qu'ils multiplient les procédures, les recours. L'exemple de Texaco Chevron est malheureusement très illustratif. Ça fait 24 ans de procédure, depuis septembre 1993. Mais moi j'ai d'autres procédures. Au Canada, on fait une procédure depuis 18 ans, dans d'autres pays pareil. Donc tous les recours sont exploités, toutes les exceptions de procédure, d'incompétence, de renvoi, etc. sont utilisées par les transnationales qui préfèrent dépenser des fortunes auprès de cabinets d'avocats d'affaires internationaux plutôt que d'indemniser les victimes et retarder le moment d'indemnisation des victimes. Donc c'est un choix qu'elles font. Donc effectivement, comme je le disais, notre souhait c'est de pouvoir pénaliser le droit international et faire qu'il y ait des sanctions à l'encontre de ces transnationales. Pourquoi? Parce que les sociétés transnationales, dans leur majorité, de par leur activité prédatrice des ressources naturelles, ont une activité de pollution majeure de l'environnement, de destruction de l'environnement, de pollution totale et de mise en danger de la vie d'autrui. Et pas seulement mise en danger, c'est-à-dire qu'elle tue, puisqu'on a malheureusement de nombreuses populations qui sont empoisonnées, qui meurent d'empoisonnement parce qu'elles n'ont plus d'eau potable, qui est polluée par l'activité des transnationales, et donc qui sont tuées. Et donc il y a des pratiques qui sont, concernant certaines populations autochtones, des pratiques génocidaires. Donc, et en plus, on organise une déforestation pour empêcher les populations autochtones de vivre traditionnellement de leurs activités, ce qui là aussi est une manière d'éliminer ces populations. Et là, pour l'instant, il n'y a pas encore une pénalisation dans ce domaine, alors qu'effectivement, on devrait pouvoir avoir une juridiction qui soit indépendante et qui puisse juger pénalement les transnationales. Actuellement, il n'existe aucune instance indépendante judiciaire qui permette ce type d'action. Il existe une cour pénale dite internationale à La Haye, mais elle est sous le contrôle du Conseil de sécurité de l'ONU, et c'est une institution qui est une institution néocolonialiste qui a pour objet
de juger des chefs d'État africains qui s'opposent au colonialisme et à la prédation des ressources naturelles de leur pays. Et c'est tout. Donc, il n'est pas question de juger des transnationales et il n'est pas question de faire reconnaître le droit des victimes. Puisque là, c'est uniquement les États membres de cette Cour pénale internationale, qui ne représentent qu'un nombre limité d'États, qui décident qui doit être poursuivi. Donc on est devant une institution politique, mais qui n'est pas une véritable institution judiciaire équitable, et qui d'ailleurs bat tous les records de détention provisoire sans jugement, ce qui est totalement inéquitable et indigne d'une institution qui se prétend une juridiction. Donc il nous manque un instrument, et là aussi on a une mobilisation de la société civile, on a un lobbying à faire pour pouvoir avoir un cadre institutionnel qui permette de mieux sanctionner les sociétés transnationales. Parce que pour l'instant, la seule véritable façon de sanctionner les sociétés transnationales, parce que quand on les fait condamner en justice nationale, elles refusent de payer, et donc on est obligé de faire le jeu du chat et de la souris pour pouvoir saisir certains de leurs actifs dans certains pays, mais ce sont des sociétés qui changent très rapidement, qui vont fusionner, qui vont changer de nom, qui vont délocaliser leurs actifs, parce que pour elles, licencier du personnel d'un pays et le remplacer par du personnel d'un autre pays, ça ne pèse pas lourd, ça n'a pas beaucoup d'importance, donc c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc la meilleure façon de sanctionner ces sociétés transnationales, c'est de les frapper là où pour elles c'est le plus important, c'est-à-dire le portefeuille. Et l'arme la plus efficace, c'est l'arme du boycott. Ce sont les campagnes de boycott qui, mais là ça exige une forte mobilisation citoyenne des sociétés civiles des différents pays, qui font dans certains cas plier des sociétés transnationales et qui les amènent effectivement, dans ce cadre-là, à négocier. Mais en dehors de ces mobilisations de boycott, et il y a eu quelques campagnes internationales de boycott réussies, qui ont permis de faire plier certaines sociétés transnationales, pour l'instant, le droit international, il est taillé au service des sociétés transnationales, pas au service des peuples, pas au service des victimes des sociétés transnationales. Donc c'est mon message, c'est à vous, acteurs de la société civile, c'est à nous tous de nous mobiliser. Ce n'est pas un combat de seulement quelques avocats, parce que nous avocats, notamment des peuples autochtones, nous travaillons gratuitement pour ces populations défavorisées, et on n'est pas armé tout seul face aux armées d'autres avocats grassement payés par les sociétés transnationales. Donc on ne peut pas faire grand-chose sans la mobilisation des sociétés civiles et des populations. Donc le message que je voudrais passer, c'est que nous avons tous à nous mobiliser contre le pouvoir de prédation et de nuisance des sociétés transnationales qui détruisent l'environnement, qui tuent les populations. Et c'est par nos mobilisations, c'est par le boycott, c'est par la médiatisation de ces actions qu'il faut agir. On vous parlera tout à l'heure d'une prochaine manifestation contre justement Texaco Chevron. Ça fait partie de cette mobilisation citoyenne à laquelle je vous appelle. Donc je vais arrêter là mon exposé général et j'espère que je n'ai pas été trop juridique pour permettre la compréhension. Et bien entendu, dans le cadre du débat, on pourra revenir de façon plus détaillée. Merci. Bravo. Texaco Chevron. Et ce qui a pu se passer en Équateur, comme l'a dit Norbert, ça a commencé il y a pas mal d'années avec Texaco qui exploitait le pétrole en Équateur. Voilà. Bon, merci beaucoup, bonsoir à vous tous, toutes. Et je suis très contente, très honoré d'être ici avec vous. Avec des amis ici respectés et chers pour nous, pour l'Équateur. Et je vais vous dire qu'en matière de relations conflictuelles avec des entreprises transnationales, l'Équateur a une longue expérience à partager pour prévenir des autres sociétés des risques. Et cela devrait être un cas d'étude au niveau mondial. Précisément pour cette raison, mon pays dirige actuellement plusieurs initiatives qui ont été proposées devant l'ONU pour contrôler et réguler l'action des entreprises transnationales et les rendre responsables à travers d'un accord multipartite des délits qu'elles commettent contre les droits de l'homme et les droits de la nature. Mais je voudrais mettre l'accent sur l'outil juridique que ces corporations utilisent pour soumettre un pays à ses intérêts
et ce sont les traités bilatéraux d'investissement au TBI. Pendant les années 90, la méthodologie néolibérale qui a conduit mon pays à sa plus grave crise sociale, économique et politique. La nation a versé 19 milliards de dollars. Oui. Cet argent n'a jamais été versé. Non. Ils ont entamé à ce moment-là une autre procédure pour éviter d'avoir à verser cette somme. Oui, c'est ça, exact. Voilà, c'est un exemple de comment ça fonctionne. C'est-à-dire quand on pense, c'était en 2011, je crois, qu'il y avait cette somme qui avait été définie comme devant indemniser les victimes. Il y a 1000 victimes, mais on fait beaucoup plus que ça. Il faut savoir que ce sont des cancers, ce sont des tas de maladies liées au fait de ne plus avoir d'approvisionnement en eau potable pour toutes les populations qui sont dans cette région. En fait, à l'origine, ça concerne 30 000 personnes. Donc les dégâts se voient au fur et à mesure parce que tout le monde ne tombe pas malade tout de suite. Mais il y a aussi eu des actions entamées. Il y a eu des assassinats de leaders indigènes qui s'élevaient un petit peu trop contre... parce que c'est transnational, ont le bras long. Et dans d'autres pays, comme par exemple le Honduras, il y a eu l'assassinat récemment qui a été médiatisé parce que c'était quelqu'un qui avait eu l'occasion de s'exprimer dans des instances internationales. Vous avez sans doute entendu parler à un moment ou à un autre de Berta Cáceres, qui n'est qu'un des exemples des assassinats de membres des populations indigènes s'opposant au transnational. Voilà, donc si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, sachant donc qu'on sera sur une mobilisation, on espère à République, on va tout faire pour que ce soit à République, le 21 mai à 14 h, donc c'est par rapport à Texaco Chevron, mais en général c'est élargi à une mobilisation par rapport à aussi Monsanto, qui est dénoncé de façon régulière pour les semences transgéniques et l'appauvrissement de façon générale de la production, puisque c'est aussi un moyen de ne plus cultiver que certains types de plantes, c'est-à-dire des plantes hybrides qui ont moins de valeur nutritive, qui sont moins porteuses de nutriments. Bon, ça s'est évoqué par différents spécialistes, différents bureaux d'études. Je trouve encore une étude aujourd'hui d'une association qui s'appelle les croqueurs de carottes, qui évoquait avec des examens faits sur des plantes cultivées de façon traditionnelle et sur des plantes, des semences transgéniques Monsanto, les résultats étaient très différents en termes d'apport nutritionnel de ces produits. Donc on est sur des enjeux en matière d'alimentation, des enjeux en matière d'accès à l'eau potable, puisque c'est ce qui se passe au niveau de Chevron en Amazonie équatorienne, des mises en danger des populations, pas seulement autochtones, ce sont des visées internationales qui concernent tous les peuples. Voilà, donc je vous laisse poser des questions et puis on essayera de vous apporter des réponses. Les États concernés, parce que de toute façon, la Cour pénale dite internationale à La Haye ne regroupe qu'un nombre limité d'États. Les États les plus peuplés de la planète, comme les États-Unis d'Amérique, n'en sont pas membres, et pourtant c'est eux qui déterminent qui doit être traduit devant cette cour et qui ne doit pas y être traduit. Et ils ont toujours fait un lobbying international en disant que si on poursuivait un de leurs États, un de leurs ressortissants des États-Unis d'Amérique devant cette Cour pénale internationale, il y aurait des sanctions diplomatiques. Donc la Fédération de Russie n'en est pas membre, la République populaire de Chine n'en est pas membre, etc. La quasi-totalité des pays d'Asie ne sont pas membres de la Cour pénale internationale, donc ce n'est pas une juridiction adaptée. Moi, je pense qu'il faut des juridictions pénales continentales qui soient plus proches des États et des peuples, et qui auraient le pouvoir, effectivement, de prendre des sanctions, comme je l'indiquais dans mon introduction, contre les transnationales, parce que je suis d'accord avec Bolivar, il y a des crimes environnementaux, on détruit la nature, on empoisonne des êtres humains, on empoisonne des animaux, on détruit la flore, la faune, etc. Ce sont des crimes d'écocide, donc dans certains cas, on détruit des populations entières, ce sont des crimes de génocide. Et donc il faudrait qu'il y ait des juridictions pénales internationales indépendantes qui soient à même de juger les actions de sociétés transnationales. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas, ça n'existe pas. Moi, je milite en tant qu'avocat
pour qu'il y ait ces créations-là, parce que c'est partie d'un lobbying, d'une mobilisation de la société civile. C'est à chacun d'entre nous, dans chacun des pays, de faire pression pour que ça puisse se faire. Mais pour l'instant, ça n'existe pas encore. Et donc, en fait, juste pour... Oui. Donc en fait, elles auraient les... Parce que là, la Cour de l'Haye, le fait que certains États ne soient pas membres, ça veut dire que de fait, il n'y a pas la compétence pour juger certaines entreprises ou pour juger certains cas. Et donc si on fait ces cours continentales, il faudrait aussi que quelque part tous les États adhèrent à ces cours pour qu'il y ait une compétence globale en fait de toutes ces cours continentales. Hein. Exactement, c'est ça l'objectif recherché. Puisque par exemple, les États-Unis d'Amérique ne sont pas membres de la Cour pénale internationale de la Haye, donc une société transnationale d'origine états-unienne comme Chevron, Texaco ne peut pas être poursuivie. Et de toute façon, ça n'est pas dans l'objet de la Cour pénale dite internationale, puisque pour l'instant, la Cour pénale dite internationale de la Haye ne traite que les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire des crimes qui sont imprescriptibles, mais ils sont limités à ça. Et l'écocide ou les génocides environnementaux ne sont pour l'instant pas encore reconnus dans le droit pénal international, alors que nous souhaitons qu'ils soient reconnus dans le droit pénal international. Et bien entendu, les sociétés transnationales s'y opposent. Ce sont les principales responsables et actrices des crimes environnementaux.